bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette session. Bienvenue également à l'ensemble des internautes qui nous ont rejoints sur la TechDesk TV. Alors, 1 heure à passer ensemble consacrée à Hyper-V Replica. Stanislas, tu nous en as un petit peu parlé durant la plénière. Petit teasing, j'avoue. L'objectif de cette session, c'est vraiment de vous expliquer quels sont les bénéfices à déployer Hyper-V Replica au sein de votre entreprise, comment je vais justement configurer Hyper-V Replica, comment je vais réaliser à la fois mes bascules et mes tests de plan de reprise d'activité. Rapidement, on parlera un petit peu de l'architecture mise en œuvre au sein de cette solution. On vous parlera des aspects réplication et resynchronisation, le dimensionnement, les bonnes pratiques, et on terminera par quelques références et une petite synthèse. Eh bien, c'est parti. Donc, petit rappel sur les plans de reprise d'activité. Le plan de reprise d'activité arrive le jour où vous avez ce genre de choses. Votre data center prend feu, vous avez une inondation, un tremblement de terre, ça peut arriver dans certaines régions. En gros, c'est la cata. C'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous? Vous avez de la chance. Bien. Et effectivement, quand on se trouve dans ce cas-là, et qu'un système se casse la gueule, parce que c'est le mot, en général, ça fait mal. Et c'est en général dans ce moment-là qu'on fait la différence entre les bons IT et les mauvais IT. Les bons IT ont prévu ça. Ils l'ont anticipé, ils l'ont documenté, et ils ont les technologies qui leur permettent de retomber sur leurs pattes. Ça s'appelle un plan de reprise d'activité. Qui ne l'a pas documenté? Non, on ne posera pas la question. Ici, on va parler plus de l'aspect technique que de l'aspect organisation, mais clairement, c'est exactement comme le principe des sauvegardes et des backups. On fait souvent des sauvegardes, on teste rarement les backups. Un PRA, c'est pareil. Ça se prépare, ça se documente, on forme les équipes. Et derrière, eh bien, le jour où il y a un problème, c'est sur des rails. Les gens savent quoi faire et ne paniquent pas. Quand on est dans un PRA, on est dans une situation de stress. On a des gars du métier qui sont derrière, qui voudraient avoir un outil pour pouvoir travailler. Et toutes les 5 minutes, ils sont derrière votre dos en disant « Alors, ça a marché quand ? Alors, ça a marché quand ?» C'est très pénible. Et du coup, vos capacités intellectuelles, ou les nôtres aussi, c'est le même cas, eh bien, ont tendance à beaucoup baisser dans ce moment de panique. Donc, l'idée, c'est de vous fournir les bonnes technologies, de vous encourager à faire les bons process derrière et à tester ces technologies. Un peu de vocabulaire dans le monde du PRA, ou du DRP en anglais, le Disaster Recovery Plan. Donc, le RPO, le Recovery Point Objective, c'est la durée minimum d'enregistrement des données que vous allez accepter de perdre en cas de gros problèmes sur votre data center. En gros, ça veut dire combien vous êtes prêt à perdre de données lors d'un crash majeur. Donc on est d'accord que quantifier ce RPO, ça veut dire en gros définir vos fenêtres de sauvegarde et de savoir quelle va être la volumétrie et justement l'espace-temps entre ces sauvegardes. Si pour vous, vous ne souhaitez pas perdre de données parce que votre business est ultra stratégique et que vous voulez perdre moins de 10 minutes de données, attention. Si par contre les données ne sont pas très importantes, auquel cas on ne veut pas rentrer forcément dans le PRA, eh bien du coup on peut avoir des backups à la journée, au mois, etc. Excuse-moi, là je... Ouais. Tu peux revenir en arrière s'il te plaît? Ici c'est bon, d'accord. On n'est pas... Je suis un peu. Ouais, parce qu'en fait c'est pas pratique. Donc, deuxième vocabulaire, le RTO, le Recovery Time Objective. Donc c'est la durée maximale sur laquelle vous vous autorisez à avoir une interruption de service sur une ressource informatique. Donc la ressource peut être un serveur, un réseau, mais en général, c'est plutôt l'applicatif derrière qui compte. Donc imaginons que vous êtes un site de e-commerce électronique et que vous savez que vous perdez 10 millions d'euros à chaque heure perdue de production. Et bien là, clairement, il y a des chances que votre RTO il était défini au préalable de manière assez courte. Si vous êtes une banque et vous faites du trading, par exemple, vous êtes dans un environnement de type salle de marché, j'ai rarement vu un trader qui attendait 1 heure avant que son petite reproduction se remettre en œuvre. Donc là, du coup, on va baisser ce temps RTO au minimum et du coup, ça pourra coûter plus cher. Mais c'est normal, la ressource est plus stratégique. Donc l'objectif, vous allez le définir à l'avance. C'est pas une fois que vous avez un gros problème que vous dites « Au fait, c'était quoi mon RTO ?» Non, c'est mort ça déjà. Donc vous allez le définir à l'avance et en fonction de vos besoins, effectivement, en fonction de la criticité de la ressource informatique, de l'application. Si vous êtes dans un environnement salle de marché, ça sera très très court. Si vous êtes peut-être dans une PME qui vend un petit peu sur Internet, je ne sais pas, n'importe quoi, des outils, mais vous n'avez pas un gros volume, vous pouvez vous permettre de perdre un peu plus de temps. Donc, plus la ressource est critique, plus le RTO est faible, et plus le RTO est très très faible, plus ça coûte cher. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui soit quasiment instantané, c'est-à-dire qu'un data center tombe, un deuxième prend le relais, ça s'appelle un géocluster. Ça vaut cher, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais effectivement, quand les ressources sont stratégiques derrière, eh bien, il ne faut pas se poser la question. Maintenant, il y a d'autres cas, entre la sauvegarde et le géocluster, qui sont des cas admissibles, et c'est justement dans cet esprit qu'on va parler d'Hyper-V Replica.
Alors effectivement, si on regarde quelques exemples auxquels je suis confronté lorsque j'ai besoin de travailler sur des architectures, on va retrouver des cas avec des RPO qui vont être proches de 0, d'autres RPO qui vont être éventuellement supérieurs à 72 heures, ce qui veut dire que je peux avoir 3 jours pour pouvoir récupérer des données, donc je peux perdre 3 jours de données, et puis des temps d'indisponibilité, le RTO, qui va pouvoir aller de 1 seconde jusqu'à plusieurs semaines, voire 1 semaine, je dirais, ce qui est déjà une bonne valeur. Donc on va arriver véritablement sur des projets avec des besoins et des contraintes totalement différentes. L'objectif, ça va être, en fonction des besoins, en fonction des contraintes, de mettre en place la bonne solution, bien sûr, au coût le plus intéressant pour l'entreprise. Alors, RPO versus RTO, je me suis très fortement inspiré d'un schéma de Wikipédia qui était plutôt pas mal, donc je l'ai reproduit en le citant ici. Donc, en vert, vous avez votre service opérationnel, quand tout va bien. Régulièrement, basé par rapport à votre calcul de RPO, vous faites des sauvegardes ou des copies de vos informations ou de vos applications importantes. Le jour où vous avez un incident, votre production tombe, donc le RPO va être ici, il est entre l'incident et la dernière sauvegarde ou la dernière copie ou le dernier réplica. En rouge, en gros, il n'y a plus personne qui bosse. Enfin, l'informatique n'est plus là. Or, on l'a dit en plénière, l'informatique est quand même... Enfin, si, l'informatique bosse, mais le service n'est plus délivré. Oui, vu comme ça, voilà. Oui, effectivement. L'informatique bosse avec une grosse pression, et ça va marcher. Et puis, du coup, vous allez remonter au fur et à mesure le service. Donc, on va passer dans un mode dégradé pour revenir à un état opérationnel. Le RTO, il est ici. Il est entre la période où il y a eu l'incident et la période où on commence à redémarrer les services. Ça va forcément redémarrer en dégradé. On ne redémarre pas l'ensemble de tout un data center d'un coup, comme ça. Enfin, on le voit rarement, en tout cas. Et donc, on va travailler sur ces deux fenêtres-là. Alors, si on regarde un petit peu quelles sont les solutions aujourd'hui qui vont me permettre de pouvoir assurer une reprise d'activité, comme le disait Stanislas, on a la copie de fichier. Donc on va parler, j'ai mes données qui sont utilisées par une application, je vais pouvoir répliquer ces données sur un autre serveur, sur une autre application et faire en sorte de pouvoir récupérer le service. Lorsqu'on va parler d'environnement virtualisé, c'est-à-dire de machines virtuelles, lorsqu'on va parler de copie de données, on va parler des fichiers disques, des fichiers de configuration. Je peux très bien, à des moments donnés, copier ces environnements sur une autre plateforme pour pouvoir redémarrer le service. On va pouvoir faire des sauvegardes. L'avantage des sauvegardes, c'est que la plupart des outils de sauvegarde me permettent de faire des sauvegardes à chaud de mon environnement, donc sans interruption de service. Alors que très souvent, la copie de fichier, pour avoir un état consistant au niveau de ma machine virtuelle, je vais devoir arrêter de service, donc arrêter la machine virtuelle, ou la mettre en hibernation, et puis réaliser cette copie de fichier. Dès que l'on va avoir des besoins un peu plus importants, on va pouvoir prendre en compte la réplication synchrone. Et lorsqu'on va mettre en place la réplication synchrone, on va souvent mettre en place du géocluster, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir une duplication de baies entre les différents sites avec les données qui sont stockées sur ces baies et de pouvoir redémarrer le service le plus rapidement possible. Et là, ce sont des solutions logicielles et matérielles qui vont me permettre de reprendre le service. On l'a dit tout à l'heure, Stanislas l'a dit, ce sont des solutions qui sont relativement onéreuses et qui vont convenir à des cas bien particuliers d'application ou d'environnement informatique. Et puis, on a une autre solution aujourd'hui qui arrive avec Windows Server 2012 Hyper-V, c'est l'Hyper-V Replica. On va parler à ce moment-là de réplication asynchrone. Ça veut dire que je vais tolérer un RPO et je vais tolérer également un RTO. Alors si on regarde un petit peu comment se structure cette solution, je vais me retrouver avec finalement deux sites, deux data centers. Je n'ai pas nécessairement d'adhérence entre les solutions technologiques qui sont mise en place sur ces différents data centers. Je n'ai pas d'adhérence au niveau du stockage. Je peux avoir des solutions de stockage totalement différentes. L'objectif, c'est de pouvoir répliquer l'enveloppe de ma machine virtuelle, c'est-à-dire à la fois l'ensemble des fichiers disques et les fichiers configuration, d'un site vers un autre, au travers du réseau, sans avoir besoin de mettre en œuvre d'autres solutions techniques au sein de mon data center. Donc, c'est de réduire au maximum les coûts d'implémentation de cette solution. Alors, tu as dit deux data centers. Effectivement, en général, on va essayer de géographiquement séparer les deux serveurs. On peut mettre un serveur de réplica à côté du serveur d'origine, mais si la salle crame et qu'elle crame avec les deux serveurs, ouais, super, vous avez eu un PRA, mais le PRA n'était pas bien fait, en fait. Voilà, tout simplement. Donc au moins séparer un petit peu géographiquement les deux ensemble. Alors, on est donc sur les capacités de réplication d'Hyper-V Replica. On est sur une réplication asynchrone, en continu, avec un RPO qui est de 5 minutes. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir reprendre votre production à T-5 minutes. Donc vous allez accepter de perdre, en tout cas en choisissant cette solution, 5 minutes, entre guillemets, de données potentiellement. Alors souvent on nous pose la question, moi j'aimerais bien descendre, mais on ne peut pas changer la valeur, mettre 1 minute Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Ça s'appelle un cluster, si vous voulez faire plus court.
Inversement, c'est « Ah oui, mais il y a du trafic quand même de réplication. Je ne pourrais pas le faire et le planifier toutes les nuits. » Ça s'appelle toutes les 24 heures, c'est un backup. Donc voilà, les 5 minutes sont là, vous ne pouvez pas les changer. Le réplica d'une VM est en attente en warm-up sur le serveur de réplica. Donc on va voir tout à l'heure dans l'interface, et je vous l'ai montré tout à l'heure en plénière, on a le même objet machine virtuelle qui existe sur le serveur de réplica, qui est arrêté, il est prêt à démarrer. Le RTO ici, j'ai mis un temps de 10 à 30 minutes. Alors pourquoi 10 à 30 minutes? Est-ce que c'est une valeur technique? Non, c'est une valeur que nous avons estimée correcte, c'est-à-dire que le jour où vous avez un désastre majeur, c'est rare que dans les 4 secondes qui suivent, vous faites « Oh, il y a désastre majeur, je bascule ma production ». C'est quand même une opération qui n'est pas neutre. Il vaut mieux un peu réfléchir 2 secondes, même si on a un gars qui va se mettre à gueuler à côté. Le temps d'aller, de déclencher, de sortir le classeur qui a documenté la procédure, etc. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, honnêtement, on peut compter que 10 à 30 minutes, c'est pas correct. Peut-être pour se déplacer, appeler le mec sur l'équipe qui vont être sur le deuxième data center, etc. On va avoir la possibilité de faire plusieurs clichés instantanés. Alors pourquoi, Fabrice? Alors effectivement, lorsque je vais répliquer mes données au niveau d'Hyper-V Replica, je vais faire une réplication de l'ensemble des écritures qui sont faites au niveau du disque, sans prendre en compte nécessairement la cohérence au niveau de l'application. Le fait de m'appuyer sur des snapshots, ça veut dire que je vais faire des clichés instantanés de mon application, donc je vais avoir une cohérence globale de mon application dans le cliché, donc je vais pouvoir repartir avec cet état de cohérence au niveau de mon application et être sûr, par exemple sur du SQL Server, de ne pas perdre de transactions au niveau de mon application. C'est exactement les mêmes principes que lorsqu'on fait des sauvegardes. Lorsque je peux faire une sauvegarde à chaud, que ce soit d'une base SQL ou que ce soit d'un serveur Hyper-V, je dois m'assurer que l'ensemble des transactions qui sont en mémoire au niveau de la machine sont cohérentes. Et donc, m'assurer que je puisse repartir dans un état stable au niveau de mon application. Et je vais pouvoir le gérer au travers des Hyper-V Replica. Reste dans les désastres majeurs qu'on peut avoir, je l'ai dit, le feu, l'eau, bon ça en général, les serveurs d'origine sont morts. Là, ceux-là, on les oublie, on les met à la collection, on fait des photos avec. Imaginons que le désastre majeur soit simplement une grosse coupure électrique qui touche l'ensemble d'une zone, d'une région. Les serveurs ne sont pas forcément morts, les primaires, mais vous avez quand même déclenché votre PRA pour pouvoir travailler sur le site secondaire. On va dire que l'électricité revient dans le site primaire et vous décidez de rebasculer de votre réplica vers votre primaire. Ce sera un peu dommage de devoir tout répliquer les machines virtuelles vers le premier site. On va faire en fait ce qu'on appelle une resynchronisation. C'est-à-dire au lieu de tout réenvoyer, on va reprendre uniquement les deltas qui ont eu lieu pendant le temps de la bascule et du travail en fait sur le data center de secours. On en reparlera tout à l'heure de la resynchronisation. Les scénarios de déploiement d'utilisation d'Hyper-V Replica, le premier, c'est simplement la réplication entre 2 centres de données ou 2 salles machines, mais si possible, vaut mieux les séparer géographiquement. On se doute pourquoi, on dilue le risque en n'ayant pas les mêmes trucs, on ne met jamais les mêmes œufs dans le même panier. Vieil adage de grand-mère qui marche également avec PRA. Et puis l'option, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis une petite structure, une PME, j'ai pas forcément le moyen d'avoir un deuxième site pour pouvoir avoir un autre serveur, etc. Eh bien, on va voir arriver de plus en plus de solutions de ce type-là, où en fait, on va pouvoir faire de l'Hyper-V Replica entre votre petite structure, votre petite salle machine, à destination d'un fournisseur de services, un hébergeur ou un fournisseur de cloud, qui lui va stocker en fait votre réplica et vous servira entre guillemets de data center de secours le jour où potentiellement vous pouvez avoir un gros problème. Alors, petit juste complément pour bien marquer les esprits. On parle de site primaire, de site secondaire. On est dans une solution où je peux avoir très bien 2 data centers. Le data center 2 venant répliquer et venant assurer le PRA de certaines machines virtuelles du data center 1 et réciproquement d'avoir le data center 1 qui assure le PRA de certaines machines virtuelles qui sont sur le site 2. Donc, je n'ai pas nécessairement un site actif et un site totalement passif. Je peux très bien dans ma solution avoir les 2 sites qui sont actifs et qui assure le PRA mutuel des ressources qui sont hébergées sur l'autre site, ce qui va me permettre de pouvoir répartir ma charge au niveau de ma solution. Ah oui, ça coûte pas plus cher de bien manger. Alors, tout le monde ne le fait pas. Oui. Donc, un exemple de fournisseur externe parmi tant d'autres, on va dire que c'est un des premiers qui a commencé à communiquer sur le sujet, c'est un hoster américain qui s'appelle Hostway, où effectivement ils proposent ça. Donc ils fournissent les services de réplica, et puis vous n'avez plus qu'en fait à vous connecter à leur service. On verra tout à l'heure comment ça marche en termes de sécurité et d'authentification. Alors, 4 topologies de déploiement, donc 4 scénarios en fonction justement de l'implémentation que vous allez mettre en œuvre au niveau de data center de la solution Hyper-V. La solution la plus classique, j'ai un serveur Hyper-V au niveau de mes 2 sites et tout simplement, je vais répliquer ma machine virtuelle d'un des serveurs vers mon serveur de destination. Deuxième scénario, j'ai une machine virtuelle sur un des sites. Par contre, lorsque je vais répliquer cette machine virtuelle sur mon site de destination, sur mon site de destination, ce n'est pas un serveur unitaire sur lequel je vais répliquer ma machine virtuelle, mais sur un groupe de serveurs que j'ai mis en œuvre en cluster.
Donc à ce moment-là, il va falloir que je prenne en compte un certain nombre de cas pratiques qui sont finalement quel est le nœud du cluster qui va héberger à un moment donné ma machine virtuelle et comment je vais gérer justement les possibilités offertes de déplacement de ma machine virtuelle au sein de ce cluster. Troisième scénario, j'ai un cluster sur mon site de production qui assure la disponibilité locale de ma machine virtuelle. Et puis par contre, sur mon site de PRA, j'ai une machine virtuelle unique qui va assurer le PRA, une machine physique unique qui va assurer le PRA de ma machine virtuelle. Et donc je vais répliquer depuis un cluster vers une machine unique. Et puis le dernier cas, c'est le cas où je suis, on va dire, le plus riche. J'ai un cluster sur mon site de primaire, j'ai un cluster sur mon site secondaire, et donc je vais répliquer ma machine virtuelle entre deux clusters. Il va sans dire qu'il faut également avoir un peu de logique quand vous allez planifier ces machines. Si vous avez un cluster à 64 nœuds d'un côté et que vous dites « tiens, je vais tout envoyer sur une seule machine de l'autre côté », en face, dimensionner le nombre de machines virtuelles qui vont devoir redémarrer après, quoi. Hein. Ça paraît logique, hein, on aime bien le répéter, parce que c'est toujours le principe du verre à moitié plein, à moitié vide. Hein. Il n'y a pas de magie non plus. Donc si on a 3 verres qu'on veut mettre dans un verre, ça ne marchera pas. Pareil, attention sur les nombres de virtuels CPU. Vous savez que les virtuels CPU d'une machine virtuelle dépendent du nombre de processeurs logiques qu'on a dans un serveur. Petit rappel de comment on calcule les processeurs logiques dans un serveur. Socket physique multiplié par nombre de corps, multiplié par 2 si vous faites du pair threading. Donc si vous avez par exemple une machine avec 64 virtuels CPU, une machine virtuelle que vous basculez sur un site secondaire pour pouvoir le démarrer, il faudra que l'hôte de virtualisation ait au moins 64 processeurs logiques sur le host pour pouvoir démarrer. Enfin, quand vous aurez fait votre premier test de bascule, vous verrez si ça fonctionne ou pas. Oui, vous le verrez très vite normalement. On préfère anticiper tout ça. Alors, configuration d'Hyper-V Replica. Donc, je vais configurer mon serveur de destination pour accepter la réplication de machines virtuelles. Je vais configurer mon pare-feu pour permettre justement la communication entre mon serveur d'origine et mon serveur de destination. Et puis, je vais configurer cette réplication machine virtuelle par machine virtuelle. Ce qui veut dire que l'ensemble des machines virtuelles qui sont hébergées sur un serveur Hyper-V ne bénéficient pas nécessairement et obligatoirement de cette fonctionnalité d'Hyper-V Replica. Et donc, je vais pouvoir véritablement la configurer machine par machine en fonction des besoins. Petite démonstration ? Plutôt que des mots, Fabrice. Celle-ci, au moins, c'est une blague qu'on aura utilisée et réutilisée. Donc, je suis ici sur un serveur, un de mes serveurs. Et donc, on va aller dans les paramètres d'Hyper-V. Donc, on va aller ici. Et c'est ici qu'on va définir le paramétrage, en fait, et déclarer que le serveur est un serveur de réplica. Donc, on vient là. Vous remarquerez ici la présence d'une zone dédiée à la réplication. Donc là, il est déjà activé, mais ce n'est pas grave, on va faire comme s'il n'avait pas été activé. Je viens ici. Donc de base, tout est grisé. Et vous allez venir, en fait, la première fois, cocher la case autoriser ou activer cet ordinateur pour être un serveur de réplica. Ensuite, vous allez avoir 2 options en termes d'authentification. Première option, vous êtes dans un domaine Active Directory. Donc bien, toutes les machines peuvent se parler, elles connaissent Kerberos, hein, c'est le mécanisme d'authentification standard de Windows. Et donc du coup, l'authentification et la communication des données, parce qu'on est sur un environnement cloisonné, interne, en d'entreprise, va être par défaut sur le port 80. Donc c'est de l'HTTP. Vous pouvez changer le port, bien entendu. Deuxième option, qui est donc celle-ci. Vous êtes avec un fournisseur tiers, on parlait tout à l'heure d'hébergeurs, de fournisseurs de cloud qui fournissent la solution. On est bien d'accord qu'il y a peu de chances qu'ils soient dans votre Active Directory, normalement. Donc, dans ce cas-là, on va fonctionner en authentification mutuelle avec des certificats. Donc, ils vont installer des certificats de type SSL sur leur serveur. Et donc, vous allez faire une authentification par certificat. Et du coup, les communications qui auront lieu entre vos serveurs Hyper-V et le serveur de réplica qui sera sur l'hébergeur ou chez le fournisseur de cloud seront chiffrées en HTTPS par défaut sur le port 443. Là encore, vous pouvez changer la valeur en fonction. Dernier point, ensuite, plus bas, vous allez définir. Donc ici, j'ai activé ce serveur comme étant un serveur de réplica. Et je vais dire, je vais stocker tous les réplicas que les différents serveurs Hyper-V vont m'envoyer sur ce serveur-là. Je vais les stocker dans un endroit local sur mon disque, un répertoire, voilà, S2.réplica. Maintenant, là, j'ai dit, toute réplication provenant de tous mes serveurs Hyper-V, je le mets tout au même endroit. Maintenant, vous pouvez vous dire, ouais, mais j'ai peut-être envie de cloisonner un petit peu tout ça et d'avoir des disques pour la RH, des disques pour les R&D, etc. Dans ce cas-là, vous allez prendre la deuxième option et dire, j'autorise la réplication que pour les serveurs spécifiques. Et dire, par exemple, les serveurs Hyper-V qui contiennent les machines virtuelles RH vont aller être stockés dans ce répertoire. Celles qui viennent de tel endroit sont dans tel répertoire, etc.
Et c'est d'ailleurs cette fonctionnalité-là que vont utiliser en fait les hébergeurs web ou de cloud qui vont fournir la solution. Parce que du coup, ils diront, les machines qui proviennent de mon client numéro 1 vont dans tel répertoire, les machines de mon client numéro 2 vont dans mon tel répertoire. C'est tout prévu en fait dans la boîte. Et quand vous allez faire OK, ça va vous dire, ouais, super, la réplication est activée. Par contre, là on va rebasculer sur les slides. Numéro 3. Donc, une fois que vous avez fait activer cette case, vous allez avoir un pop-up qui va vous dire, attention, il va falloir que tu actives les règles de pare-feu. Donc bonne nouvelle, bonne nouvelle 1 déjà parce qu'on vous prévient. Donc on vous dit alors, si tu es en authentification en Kerberos, port 80 en entrée, de base. Et puis si tu es en 443, donc SSL, là encore 443. Donc la bonne nouvelle, c'est que les deux règles en fait sont pré-créées pour vous dans la console d'administration avancée du pare-feu. Donc vous avez deux listeners, deux ports d'écoute qui sont créés, le 443 ou le 80 en TCP/in, donc ce sont les ports d'entrée. Vous activez celui qui vous intéresse. Pas la peine d'activer le reste, hein. On va faire ça proprement. Donc une étape importante, s'assurer de la bonne configuration de ces différents éléments au niveau du pare-feu. Deuxième point, c'est lorsque je vais mettre en place Hyper-V Replica sur un cluster. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser exactement la même procédure que celle que nous a décrite Stanislas. Et là, on le voit sur cette copie d'écran. Ce serveur fait partie d'un environnement de cluster, il va falloir l'activer directement au niveau du cluster manager. Pourquoi? Vous l'aurez tous compris. Effectivement, lorsque je vais être dans une architecture cluster, ma machine virtuelle, elle peut se déplacer d'un nœud de cluster à l'autre en fonction à la fois de la charge, en fonction des opérations que je peux être amené à réaliser sur mon cluster. Et donc, je vais avoir un rôle particulier au niveau du cluster qui s'appelle le rôle Replica Broker, qui va avoir connaissance à n'importe quel moment de où se trouve la machine virtuelle par rapport à l'ensemble des noms et des nœuds de cluster qui composent mon cluster. Donc, il va garder en mémoire l'ensemble des affectations. La VM1, elle est sur le nœud 1, la VM2, elle est sur le nœud 2, la VM3, elle est sur le nœud 3. Et c'est ce rôle broker qui va dialoguer avec le serveur de réplica d'origine et qui va assurer qu'à chaque fois, le serveur d'origine et le serveur de destination sont capables de dialoguer entre eux pour assurer la réplication de la machine virtuelle. Donc, il va me permettre de répliquer des VM qui sont mises en cluster, donc dans les deux sens. Ça suit le déplacement des réplicas au sein du cluster. Ça redirige donc le trafic sur le bon nœud du cluster qui doit héberger la machine virtuelle. Ça prend bien sûr en compte immédiatement le fait que ma machine virtuelle elle a basculé sur un autre nœud, typiquement dans une opération de live migration. Pour le configurer, je vais aller directement dans la console Server Manager. Je vais activer ce rôle Replica Broker au niveau de ma console. Je vais définir un certain nombre de paramètres et je vais utiliser tout simplement les outils classiques de réplication au niveau du gestionnaire Hyper-V pour pouvoir assurer la réplication entre mes différents nœuds de cluster. Petit point, tu as dit le Server Manager, c'est le gestionnaire du cluster. Gestionnaire du cluster, pardon. Et par contre, on n'a pas aujourd'hui encore le réplica dans VMM 2012 Service Pack 1. Et pareil, le réplica ne se configure pas dans la console d'Hyper-V. Par contre, vous pouvez le faire effectivement, soit graphiquement dans l'interface en ligne, l'interface graphique du cluster, soit en PowerShell. On peut tout faire en PowerShell. Alors, si on retrouve un petit peu ces écrans d'installation, donc je suis sur mon serveur de gestionnaire de cluster. J'ai lancé l'ajout d'un rôle, donc je vais rajouter le rôle Hyper-V Replica Broker. Il va me demander deux informations. Un nom de serveur qui va être attribué à ce rôle, et puis une adresse IP. Bien sûr, une adresse IP qui est disponible au niveau de votre plage adresse IP. Automatiquement, lorsque la ressource va s'enregistrer au niveau du cluster, elle va venir enregistrer ces informations à la fois au niveau d'Active Directory et à la fois au niveau des enregistrements DNS de votre infrastructure. Une fois que j'ai fourni ces informations, l'ensemble de la configuration est terminé et je peux directement utiliser ma solution Hyper-V Replica sur des environnements cluster. Donc là, au passage, tu es dans la console en fait du cluster. Du cluster et je vais retrouver l'ensemble de mes paramètres. Alors on peut le voir très très rapidement en démonstration. Donc au niveau de ma plateforme, j'ai deux clusters. Un cluster, hop, je voulais mettre, voilà, comme ça on pourra voir un petit peu mieux. Donc un cluster qui est mon cluster d'origine qui porte le nom Management Cluster, un cluster qui est mon cluster de PRA qui porte le nom de mon cluster de PRA sur lequel je vais répliquer l'ensemble de mes machines virtuelles. Qu'est-ce que j'ai déployé comme rôle au niveau de chacun de ces clusters? Un broker sur mon serveur d'origine et également un broker
sur mon serveur de destination. Et on verra par la suite que je suis en train de répliquer de façon continue une machine virtuelle d'un des clusters vers un autre. Et là, je suis sur 2 sites différents. Donc on est effectivement sur un broker par cluster, et du coup la slide suivante doit parfaitement l'animer. Hop, on l'a vu. Pouf, pouf. Donc, vous allez définir, si vous avez une réplication de cluster à cluster, vous allez installer ce Hyper-V Replica Broker sur le premier nœud sur un premier cluster, et vous aurez le Replica Broker également qui sera sur le deuxième nœud. Donc, les VM, elles peuvent être mobiles. Donc, on va dire que au début, la VM qui est sur le site numéro A, en bleu ici, est répliquée sur le site numéro 2, donc sur le cluster numéro 2. Si un des nœuds du cluster numéro 2 tombe, c'est pas grave, le broker va rediriger le réplica sur un autre nœud. Donc du coup, ça veut dire que quand on est dans un environnement type cluster, les seules machines qu'on peut répliquer via Hyper-V Replica sont les machines qui sont configurées comme étant en haute disponibilité, donc des machines clusterisées, d'accord, des VM clusterisées. Donc si vous avez une VM installée localement sur un des nœuds du cluster, vous ne pourrez pas la répliquer dans un environnement cluster. Voilà, sachez-le. Là encore, à tout moment, en déplacement ou suite à panne, eh bien, la VM suit. Donc, à retenir, les propriétés de réplica de la VM suivent la VM. Elles ne sont pas liées à un serveur donné. Voilà. Tu nous montres rapidement la configuration d'une VM ? Alors, configuration d'une VM. De la réplication d'une VM, pardon. Donc, de la réplication d'une VM. Donc, j'ai mes différentes machines virtuelles. Donc, au niveau du gestionnaire Hyper-V, donc je retrouve un certain nombre de machines. Donc, par exemple, ma machine démo 01. Lorsque je vais vouloir la configurer, on va en prendre une qu'on va faire immédiatement. On va prendre celle-là. Voilà. Ma machine AD. Donc, je vais venir la répliquer. Tout simplement, j'active la réplication. Lorsque je vais activer la réplication, je vais avoir un menu qui va me demander de pouvoir définir sur quel serveur je viens répliquer cette machine virtuelle. Donc là, je vais positionner le nom de mon broker. Je vous encourage à utiliser les noms complets, les FQDN plutôt que les noms courts. PRA broker, ça doit être ça que j'ai mis, voilà. Donc là, j'ai donné le nom de mon broker sur mon cluster de destination. Si c'était un serveur tout seul, ce serait le nom du serveur de réplica. Il a vérifié l'ensemble des paramètres et s'assurer qu'il y a une configuration et une connexion entre mon cluster d'origine et mon cluster de destination. Si je n'avais pas configuré correctement mon cluster de destination, il aurait pu à ce moment-là me proposer de le configurer pour lui. La petite case en bas qui est cochée, que tu n'as pas décrite, qui est dire on va compresser les données sur le tuyau quand elles vont être transmises d'un serveur ou d'un cluster vers un réplica. On me fait cocher de base. C'est coché de base, effectivement. Il y a des cas où il y a des clients qui ont de l'argent et qui ont entre 2 data centers ou 2 sites légèrement séparés un tuyau qui envoie du bois. Donc une fibre optique ou autre. Dans ces cas-là, on peut se permettre de gagner un petit peu de consommation. De temps, voilà. Donc, quels sont les VHD, donc les fichiers disques que je souhaite répliquer? J'ai la possibilité éventuellement de séparer et de choisir quel disque je souhaite répliquer. Par exemple, si j'ai un certain nombre de snapshots, je ne suis pas obligé de tous les répliquer, mais éventuellement demander uniquement le dernier. Comment je viens configurer ma réplication? Est-ce que je viens créer un certain nombre de points de récupération? Et c'est là où je vais pouvoir mettre en œuvre les solutions éventuellement de snapshot. Par exemple, lui demander de me faire un snapshot toutes les 4 heures et de pouvoir garder jusqu'à 4 incrément au niveau de ces snapshots, donc de pouvoir revenir 4 heures avant, mais également 8 heures avant, 12 heures avant, 16 heures avant. Donc je vais avoir toute cette flexibilité. Choisir ma méthode de réplication initiale. Est-ce que je souhaite solliciter le réseau? Est-ce que je souhaite éventuellement faire une sauvegarde et l'envoyer C'est juste pour zoomer. Voilà. Donc solliciter immédiatement le réseau ou alors faire une sauvegarde, assurer une copie. Donc j'ai la flexibilité. Ou éventuellement définir un créneau horaire. Par exemple, je sais que durant la période entre 20h et 6h du matin, ma bande passante, elle est peu utilisée entre mes 2 data centers. Je vais forcer la réplication à ce moment-là. Donc là, au diable l'avarice, on le fait immédiatement. Il y a le réseau, ouais. Donc effectivement, si vous avez beaucoup de données à l'origine, les premières machines, si vous en prenez 10 qui font plusieurs gigas chacune, c'est peut-être plus intéressant de prendre un disque dur externe, d'exporter, de copier les VHD dessus, de chiffrer le disque dur externe, on ne sait jamais, c'est dommage de perdre votre infra dans la nature, et puis de l'amener sur votre deuxième data center où il y a un coursier ou autre. Donc on voit un petit statut qui est l'envoi d'informations initiales de réplication. Voilà. Et puis ensuite, on va pouvoir suivre la réplication à partir des paramètres et voir où est-ce que j'en suis au niveau de mes différentes étapes. Est-ce que tu peux aller faire un tour sur le deuxième, sur le nœud qui va, enfin sur le cluster qui va récupérer tout ça. Voilà. Alors je suis là. Et là on voit apparaître une nouvelle machine virtuelle qui a exactement le même nom, qui est à l'état, qui est en train de recevoir, qui est à l'état off, c'est le réplica qui est en train de se créer. Bien entendu, il y a toujours un petit malin qui va essayer de dire ouais, ça fait quoi si je le démarre?
bah, ça vous fait un message d'erreur qui vous dit tu ne peux pas le démarrer parce qu'il y a la même objet qui est en train de tourner ailleurs. Donc ça, on a quand même prévu quelques petits garde-fous contre les testeurs. On va appeler ça les testeurs pour être poliment. Alors, je vais juste vous montrer la vue que l'on peut avoir au niveau du gestionnaire de cluster. Effectivement, au niveau du gestionnaire de cluster, dans mon site cluster de destination, donc dans mon PRA, j'ai vu apparaître ma machine AD qui est en statut off et qui est en train de se répliquer, qui est actuellement hébergée sur le host 2. Je pourrais très bien m'amuser en pleine réplication à dire tiens, allez, on est fou, je vais venir la déplacer en live migration. T'es un gros malade, toi. Moi, je ne l'ai pas testé, ça. Et je suis maintenant sur le host 1. Et ça continue de fonctionner. Ça mérite des applaudissements quand même, on n'avait pas testé celui-ci. Merci. Oh, j'ai eu envie comme ça. Allez, il a plein d'autres démonstrations comme ça, c'est un vrai cascadeur de la démonstration, Fabrice. Alors, du coup, bascule, tiens, un bel exemple, et test de PRA. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quels sont les scénarios d'activité de reprise d'activité, donc de PRA, qu'on va pouvoir faire avec ce fameux Hyper-V Replica? Les 3 premiers cas sont des cas qu'on va qualifier de planifiables et d'anticipables. Donc, première chose, cas très hypothétique, hein, que vous voudriez tester votre plan de reprise d'activité. Non, plus sérieusement, je vous l'encourage très fortement. Vous voulez tester votre PRA. Premier cas. Donc ça, vous dites, bon, tel jour, là, on va prendre les équipes, on va les former et on va tester tout ça. Deuxième cas, vous mettez un site en maintenance. Vous avez 2 data centers. Il y en a un dont vous souhaitez, par exemple, refaire le câblage de la première salle machine du premier. Vous dites, bon, temporairement, on va déplacer l'ensemble des ressources sur le deuxième data center. Donc vous voulez mettre un site en maintenance. Troisième cas, anticiper un désastre imminent. Je reprends toujours le même exemple, qui est l'exemple aux États-Unis, parce que, étant donné que c'est un pays assez grand, à l'échelle d'un continent, ils ont toujours des catastrophes naturelles qui leur arrivent d'un côté ou de l'autre du continent. Donc, par exemple, on sait que toujours vers la fin de l'été, début septembre, c'est la période des ouragans, et les zones comme la Floride ou la Nouvelle-Orléans, voire un petit peu plus haut, New York, là récemment on a vu Sandy qui est remonté sur New York, on sait qu'il va y avoir des problèmes météorologiques. Donc ça, la météo, logiquement, l'anticipe à peu près, ce genre de gros événements. Et donc ils préviennent les gens 36 heures ou 48 heures avant en disant faites des provisions, barricadez-vous, etc. Donc en tant qu'IT, quand vous êtes dans une zone de ce type-là, vous pouvez anticiper de dire ok, j'ai un data center qui va se retrouver en plein milieu de l'œil d'un cyclone. Ça pourrait être une bonne idée quand même de déplacer les ressources dans un endroit qui ne sera peut-être pas inondé ou peut-être pas avec une coupure d'électricité, etc. Donc vous pouvez effectivement planifier une bascule de vos ressources avant que la catastrophe arrive. Dernier cas, le désastre soudain, l'explosion, le tremblement de terre, l'incendie qu'on a vu tout à l'heure, ou l'inondation, un tuyau d'eau qui casse au-dessus du serveur, c'est déjà arrivé. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu ça. Donc voilà, donc ça c'est un cas qui malheureusement n'est pas prévu. Donc les 3 premiers sont complètement planifiables et anticipables. Et du coup, dans ces 3 premiers, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une bascule planifiée, un failover. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une indisponibilité du service, certes, mais on le sait à l'avance. Et du coup, derrière, on pourra également rebasculer dans l'autre sens de manière tout à fait propre. Ça va se passer comment? En 4 étapes. Donc en 1, vous allez arrêter l'ensemble de vos machines sur le site primaire. Donc c'est là qu'intervient l'indisponibilité du service. Donc là, vous planifiez ça en soirée ou le week-end. Vous attendez que le dernier log ait été envoyé, réplication synchrone forcée, sur le serveur de réplica qui est appliqué. Donc là, on sait que les 2 machines sont strictement les mêmes, 0 perte de données à ce moment-là. On démarre la VM réplica et donc on bascule sur la VM réplica. Donc là, tout fonctionne. Et puis le jour où on revient sur le data center primaire, on fait une réplication inverse. Et c'est là qu'on va activer notamment la resynchronisation. Dans le cas du désastre soudain, votre RPO, vous le connaissez, vous serez à 5 minutes de perte de données, parce que le mécanisme est comme ça. On va prendre chacune de ces étapes. En 1, le test failover, donc fortement encouragé. Donc c'est pour vérifier effectivement que ce que vous avez répliqué marche bien. Un peu le principe de j'ai sauvegardé. Un jour, il faudrait quand même qu'on teste la restauration. Je vois des sourires dans la salle. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Donc, vous allez initialiser le test failover depuis le serveur de réplica. Vous allez sélectionner le cliché approprié si vous avez fait plusieurs snapshots. Et ça va vous créer en fait une nouvelle machine virtuelle qui sera basée sur le réplica. Donc votre réplica continue à tourner. Et vous avez une nouvelle VM qui va apparaître et sur laquelle vous allez travailler. Votre VM de test. Juste vérifier que elle démarre bien, il y a tout à l'intérieur, etc. Donc ça va vous créer un nouveau fichier VHD, ce sera un enfant du cliché sélectionné. Et une fois que vous aurez terminé votre test, la VM et le VHD sont supprimés. Voilà. Donc l'utilisation, l'utilisation numéro 1, c'est pour tester la fonctionnalité, vérifier déjà que la synchro s'est bien faite. Et puis 2, former le personnel
et l'entraîner à tester et retester le plan de reprise d'activité. Et ça se fait régulièrement, hein. C'est comme les exercices incendie. C'est faites pas ça une fois en disant allez c'est fini, c'est bon, on l'a fait. Non, régulièrement vous faites un petit test comme ça. Allez, vendredi c'est permis, on se fait ravioli et les PA. Voilà, paf. Ouais. Non, c'est mercredi le ravioli ? Désolé. Deuxième type de test. Donc à retenir, oui, pas d'indisponibilité parce qu'on crée une nouvelle VM à côté. Test possible sur n'importe quel point de récupération. C'est vous qui choisissez lors de l'interface ici, vous allez choisir quel est le point de restauration. Et la VM, bien entendu, vous n'allez pas la démarrer sur le réseau de prod. Hein. Donc on vous met ça dans un petit switch virtuel qui est isolé. Et donc votre VM, elle ne va pas aller perturber la production. Parce que c'est pour du test. Alors deuxième cas, c'est la bascule planifiée. Donc je souhaite réaliser effectivement une bascule depuis mon site primaire vers mon site secondaire et faire en sorte que l'AVM qui va basculer sur le site secondaire devienne l'AVM active au niveau de ma solution de machine virtuelle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Depuis le site primaire, je vais sélectionner une bascule planifiée. Donc cette bascule planifiée va éteindre la machine virtuelle sur le primaire. Elle va envoyer le dernier delta des modifications réalisées au niveau des disques. Donc on parlait tout à l'heure de journal de transaction. Effectivement, je viens traquer toutes les écritures au niveau de disque. Je viens envoyer ce fichier de log au niveau du serveur de destination et je vais rejouer l'ensemble des logs qui correspondent aux écritures sur les différents disques associés à ma machine virtuelle. Je vais basculer sur mon réplica, donc avec l'affectation automatique de l'ensemble des informations liées aux adresses IP et aux différents réseaux sur lesquels je dois connecter ma machine virtuelle. Et puis, de façon totalement transparente, je vais venir inverser mon sens de réplication. Donc, mon serveur sur le site de destination devient l'image primaire et sur mon site d'origine, j'ai inversé ce site, donc ce qui veut dire que la réplication se fait maintenant dans l'autre sens de façon totalement automatique. Je n'ai rien à faire à ce niveau-là. Je vais pouvoir, par cette procédure, tester le basculement de ma machine virtuelle en temps réel. Bien sûr, prendre en compte qu'il y a quand même une petite interruption de service. Au moment où j'éteins la machine virtuelle, je fais l'envoi de ce fichier d'écriture et je viens redémarrer ma machine virtuelle. Donc le faire à des moments appropriés. Je n'ai pas de perte de données, mais une indisponibilité de la VM. Et puis, je vais avoir mon basculement automatique de mon sens de réplication. Deuxième point, c'est le basculement non planifié. Donc là, je suis dans un désastre. Je ne peux plus atteindre mon site primaire, il est indisponible, donc je dois démarrer le plus rapidement possible par rapport à l'ensemble des procédures que j'ai décrites, ma machine virtuelle sur le site secondaire. Donc là, je vais prendre directement la main sur mon serveur Hyper-V sur le site secondaire, je vais sélectionner la machine virtuelle et je vais activer l'option Failover. Sélectionner le cliché instantané ou le snapshot qui contient les données que je souhaite restaurer. Donc soit le dernier, soit éventuellement un snapshot si j'ai réalisé des snapshots au niveau de ma solution. Vérifier le bon fonctionnement de la VM lorsque celle-ci va démarrer. Réaliser les opérations de reconfiguration au niveau de la VM, donc inverser le sens de réplication et éventuellement supprimer l'ensemble des points de récupération. Ça, bien sûr, à condition de pouvoir remettre en ligne le primaire. Et puis, disposer de nouveau de l'ensemble des informations, à la fois ma machine virtuelle opérationnelle et la possibilité de pouvoir utiliser un site primaire comme site de disaster recovery si nécessaire. Donc, le principe de cette utilisation, c'est mon site primaire est devenu indisponible. Donc, j'ai une attaque virale, j'ai une panne, j'ai un désastre naturel. Je souhaite assurer la continuité des applications métiers qui s'exécutent au sein de la machine virtuelle de la façon la plus rapide avec un minimum de perte de données. Bien sûr, il y a des cas où cette solution ne va pas s'appliquer et je vais devoir aller mettre en place des solutions type GeoCluster ou autre pour avoir véritablement un RPO le plus faible possible et un RTO totalement automatique. Parlons un petit peu de la réplication et de la resynchronisation. Donc je l'ai dit, on l'a dit avec Stanislas, le principe c'est au niveau de cette solution, je vais traquer l'ensemble des écritures qui sont faites au niveau des différents disques de ma machine virtuelle. Je vais stocker tout ça dans un fichier de log qui a une extension, si je ne dis pas de bêtises, HRL. Je vais répliquer ce fichier de log sur le serveur de destination et je vais venir rejouer l'ensemble des transactions. Je te confirme que le fichier à l'extension HRL, en fait, là, le fichier est tout petit, dans notre exemple, il fait 4K, parce que la réplication venait juste de se passer juste avant, donc les logs avaient déjà été envoyés. Ce fichier est grossi, après c'est envoyé, il regrossit, c'est envoyé, etc. Mécanisme asynchrone, on l'a dit. Donc, résilience de la réplication, oui, il faut quand même que ce soit un peu solide, parce qu'on en dépend un petit peu au final. Donc, résilience ou panne en reprise automatique, ça peut arriver que le réseau entre le serveur d'origine et le serveur de réplica soit pas disponible, raison X, Y ou Z, ou changer un routeur ou autre, c'est pas grave.
le réplica, c'est attendre et repartir. Il s'est également resynchronisé quand vraiment, alors là, il y a eu plein de temps entre ça marchait et plein de temps pendant lequel ça n'a pas marché. C'est pas grave, il saura faire après, retrouver ses petits. Là-dessus, on a plutôt bien conçu le système. La gestion native au niveau du déplacement des VM, en fait, Fabrice vous l'a montré tout à l'heure, on est carrément, les propriétés du réplica sont associées à la machine virtuelle, donc ça suit la machine virtuelle lors d'un déplacement. Déplacement sous la forme d'une live migration, à chaud la machine continue à tourner. Déplacement lors d'une quick migration avec arrêt de la machine et redémarrage de la machine. Ça marche également avec le storage migration. Celle du storage migration permet dans Windows Server 2012 de déplacer le stockage d'une machine virtuelle alors que la machine est en cours d'exécution. Vous stockez par exemple d'un répertoire C vers un répertoire qui est sur des 2 points, ou vers un SAN, ou vers un serveur de fichiers. Et ça marche également, bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, au sein d'un cluster. Les VM peuvent se déplacer dans le cluster, la propriété du réplica suit avec. Donc, important, quand vous allez sélectionner une machine qui a été configurée comme étant répliquée sur un serveur de réplica, eh bien, vous allez voir ses propriétés, et il y a 2 paramètres qui sont intéressants. Le premier s'appelle l'état de la réplication, le replication state. Donc ça vous donne en fait l'état à l'instant T, donc en temps réel, de votre réplication. On a toute une liste de différents états possibles. Donc ça peut être en cours d'initialisation, réplication qui fonctionne, réplication en pause, erreur, etc. On ne va pas tous les relire. Mais à retenir, replication state égale l'état de la réplication à l'instant T. Le deuxième indicateur qui est en dessous est donc la santé de la réplication, le replication health. À la différence du paramètre d'avant qui est les 8 était une valeur instantanée, le replication health est une valeur sur le temps. Donc en gros, c'est un état global de la santé, en général je crois que c'est 24 heures si je ne dis pas de bêtises, de en gros la réplication. Et là, du coup, vous allez avoir différentes valeurs possibles. Normal, c'est que ça se passe bien et on est plutôt content. Donc, normal, ça veut dire qu'on va perdre moins de 20% des cycles de réplication. Ça peut arriver qu'à un instant T, votre réseau soit engorgé et que les réplicas n'aient pas le temps de passer. Ça peut arriver, c'est pas grave. Cycle d'après, 5 minutes après, ça partira. Si le tuyau est dégorgé, c'est pas ça. On est également normal tant qu'on a eu une synchronisation il y a moins d'1 heure. Et on est normal quand la latence moyenne de l'application est effectivement inférieure à 5 minutes, ce qui est le meilleur cas. Et bien ensuite, quand on a du vert, généralement, quand ça se passe moins bien, on a de l'orange. L'orange, c'est le warning. Donc là, on dépasse 20% des cycles de réplication qui ont été manqués. Indicateur, il y a des chances que votre tuyau soit un peu sous-dimensionné ou que le serveur en face soit un peu également sous-dimensionné. S'il s'est écoulé plus d'1 heure depuis l'envoi du dernier réplica envoyé au reçu, c'est pas génial quand même. Le but est d'avoir je le rappelle, un RPO de 5 minutes. Donc 1 heure, pas terrible. Donc warning. Si la réplication initiale n'est pas terminée, c'est normal au départ. Lors de la première réplication, il n'y a pas de magie. On vous met un petit warning tant que ce n'est pas terminé. Et puis, si on a mis le réplica en pause, là encore, vous êtes en mode warning. Vous avez le droit de le faire pour des raisons. Là encore, vous voulez dégager de la bande passante à un instant T. Vous pouvez mettre en pause vos réplicas, mais vous aurez un avertissement. Et quand on parle de vert, orange, en général, vient le rouge. Bien, petit Fabrice. Rouge, on passe en mode critique. Donc là, c'est bien, tu as une solution pour faire du PRA, mais en fait, elle ne fonctionne pas. Donc, vous avez dépassé plus de 50% des cycles de réplication, ou alors vous avez mis en pause des 2 côtés de la réplication. Donc, en gros, là, ça ne sert à rien. Donc ça, il faut y remédier. Le warning, on peut le tolérer. Le rouge, il faut quand même bosser un peu dessus. Donc, si vous êtes en normal, pour voir les propriétés d'une réplication, vous allez prendre votre machine virtuelle, faire bouton droit, propriété, et aller voir le View Replication Health. Là, si c'est en vert, on a une petite coche verte qui dit c'est normal. Tu regardes le timing, Fabrice, ou on est bien là? On peut aller voir ça en live? Non, parce que le timing il est court, donc on va le faire en slide. Hop, donc là on est en vert, je ne peux pas le zoomer, tu ne m'as pas mis le zoom. Coquin. Donc on voit le départ de mes statistiques. Donc là c'était à 21h et là j'en suis à quasiment 10h30. Et donc on voit combien de données ont été transférées. Donc une donne 28 mégas. Et puis on voit la donnée moyenne transférée. Et puis on voit que ici mon nombre de cycles de réplication, 162, 100%, one again, impeccable. On gagne quelque chose ou pas? Non, rien. Et puis on voit que la dernière synchronisation, lui, il y a moins de 5 minutes. Alors là je suis super green. Vraiment super green. Bien entendu, on peut faire la même chose en PowerShell. Tout ce qui est faisable graphiquement dans Windows Server 2012 est faisable en PowerShell. Donc, petite commande qu'on vous redétaille, je crois, juste après, si je ne dis pas de bêtises. Non? Si, peut-être. Si, c'est peut-être. Quand c'est en orange, vous avez la raison qui est donnée. Ici, par exemple, on va basculer sur ma machine. J'aimerais bien voir les zooms. Hop, voilà. Numéro 3. Et c'est moi qui prends. Voilà. Donc, réplication warning. On a toujours une explication qui est donnée. Là, je suis en warning parce que la réplication a été mise en pause sur tel serveur. Et là, vous voyez que par exemple, je suis à 95% de mes cycles.
Et là, par contre, j'ai transféré un peu plus, 8 gigas, et 8 gigas au total, une moyenne de 425. Une machine qui bosse un petit peu plus. Quand on est en rouge, là, pareil, on passe en mode critique, et là, on vous dit, attention, problème de réplication, là, il y a une erreur, fixez l'erreur et faites un résumé, une reprise de la réplication. Et là, la raison, effectivement, c'est que la réplication a été mise en pause des deux côtés. Puis là, on voit que en fait, ça n'a jamais marché, parce qu'en fait, on est à... Ah, vous n'avez pas l'écran? Merci. Il n'y en a pas beaucoup qui suivaient. Non, c'est le 2 peut-être. Moi, je leur ai montré que le mien, ça fonctionnait. Ouais, ok. C'était aussi bien. Parce qu'on est aussi un cluster à bascule. Voilà. Donc, j'étais sur le critique. Pendant ce temps, ma poche vibre parce qu'on me dit on Il y en doit a que deux m'appeler. qui suivent. Hein. Voilà. Donc ici, on est en rouge et on est à 0%, 0% de réplication. Donc en gros, ça n'a jamais marché. Donc là, celle-ci, il faut vraiment revoir un peu tout ça. Donc là, dans cet exemple, typiquement, ça veut dire qu'on a mis en pause les deux côtés, côté réplica, côté serveur, avant même d'avoir fini la réplication initiale, ce qui est stupide. Enfin, pour une démo, c'est bien. Donc il faut d'abord commencer par réactiver sur le réplica, puis faire sur le primaire. Et là, vous allez voir effectivement les replication change qui vont se faire juste après. Alors si on regarde un petit peu ces cycles de réplication, donc ces cycles de réplication, ce qu'il faut se dire c'est que sur une heure, je vais avoir 12 cycles de réplication, sur une semaine, je vais avoir 2016 cycles de réplication, et puis que finalement, en fonction de la durée que je vais regarder au niveau de cette analyse, je peux me retrouver avec un état de réplication qui est normal, alors que je vais avoir éventuellement 403 échecs. Je suis toujours à 80% de succès, mais par contre, je suis sur une durée beaucoup plus longue. Donc il va falloir analyser en fonction du temps et prendre conscience que ce taux d'échec aux alentours de 80%, il va être de plus en plus important, plus la période va être longue. Donc sur une heure, effectivement, 80% d'échecs, ça veut dire que j'ai au moins 2 échecs. Sur 24 heures, ça va vouloir dire que j'en ai 57. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. J'ai bien lu. Hein. Ouais, donc sur une heure, effectivement, en gros, on est en vert quand on est à moins de 10 minutes. On peut avoir perdu 10 minutes de synchronisation. Donc à tout moment, on peut resetter quand même ces statistiques là. Peut-être qu'on a fait des opérations, c'est normal. On dit ok, mais moi je voudrais remettre mes compteurs au vert parce que j'ai du warning et mon chef va débarquer et je vais lui montrer que ça marche bien. Donc là, rapidement, en mode loose D, vous pointez sur la console et vous allez prendre la petite touche ici qui s'appelle reset statistique et là, regardez chef, tout marche bien, on est ouvert. Ce qu'on peut faire également en démonstration. Mais là, on n'a pas fait. C'est ce que tu as fait juste avant ? Non, je ne l'ai pas fait. Je peux te le montrer, mais je le montrerai pas. On peut également le faire en PowerShell. Effectivement, on va avoir l'ensemble des commandes PowerShell qui vont permettre de le faire. Donc à la fois d'avoir des informations sur les VM, l'ensemble des VM qui sont répliqués avec les différents taux de réplication, les différentes erreurs. Je peux resetter ces statistiques et je peux ensuite, comme on le voit sur l'écran, avoir des informations. J'ai reseté les statistiques au niveau de la deuxième VM qui porte le nom W2K12-C et je me retrouve avec des statistiques à 0. Donc ça veut dire que éventuellement je vais avoir un rouge beaucoup plus rapide ou un orange beaucoup plus rapide puisque maintenant j'ai une période d'analyse beaucoup plus réduite. Tout à fait. La resynchronisation, donc là on a parlé effectivement de la réplication. La resynchronisation est un processus qui est normal dans notre mécanique, qui est utilisé en fait quand le processus normal de réplication est interrompu. Interrompu parce qu'on a eu des problèmes sur les tracking logs, etc. Imaginez le log de réplication qui arrive sur un cluster défectueux d'un disque dur, du coup il n'est pas relisible, du coup ça pose problème. Il faut bien gérer tout ça. Donc ça c'est là que va intervenir la réplication. Problème de liaison dans les fichiers VHD, voyage dans le temps sur le serveur primaire. Voilà, vous restaurez un serveur et puis vous ne la remettez pas encore à la bonne date. Voilà, plus personne ne comprend rien. Et à quelle heure, lui, machin, tout ça. Bon. Donc on a prévu tout ça. À noter que pour déclencher un processus de resynchronisation, il vous faut au moins 6 heures de réplication post-réplication initiale. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de reprendre toutes les données, de les renvoyer d'un côté ou de l'autre, il va y avoir un checksum en fait des deux machines pour pouvoir recréer et réassocier le truc proprement. Donc ce checksum, il peut consommer un petit peu de CPU. Donc dans le paramétrage, vous allez prendre votre VM et dans les machines virtuelles, vous avez une propriété ici qui est en fait la resynchronisation. Alors de base, je crois qu'elle est, je crois qu'elle est en automatique de base ici. On peut également la mettre en manuel en disant bah oui, moi la synchro c'est moi qui le ferai parce que je veux le gérer. Il n'y a strictement aucun intérêt à le faire, mais vous pouvez le faire. Et puis si vous voulez effectivement décharger ce type de process plutôt dans des périodes où il y a moins d'activité, et bien vous planifiez ici en disant la resynchro, tous ces petits problèmes là, tu me le fais, mais tu me le fais post heure de travail. Donc le système va automatiquement s'auto-corriger et va prendre en compte, en cas d'échec trop important, le fait de devoir resynchroniser véritablement l'ensemble des données entre les deux sites. Mais pour vous, en tant qu'administrateur, c'est totalement transparent, c'est lui qui va le gérer. Mais c'est bon à connaître. Un petit peu l'architecture interne. Les schémas qui piquent. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ça passe par HTTP ou HTTPS.
Donc ça veut dire que si on regarde les stacks réseau, sur le câble ici, ça va être de l'HTTP et de l'HTTPS. Ça veut dire qu'en remontant dans les couches réseau, on va pouvoir jouer ici sur la QoS, parce qu'effectivement votre WAN il n'est pas forcément extensible, et c'est à vous également de jouer après derrière sur le bon paramétrage pour pas surcharger le WAN qu'avec la réplication Hyper-V. Le firewall, on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'effectivement le firewall intervient parce que du coup on monte dans les trappes, il faut ouvrir les bons ports qui vont bien. Ça marche en IPv4 ou en IPv6. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que côté serveur primaire, ici, on va être sur l'utilisation d'un composant WinHTTP. Et sur le serveur de réplica, on va être sur un serveur, par contre, de type HTTP, listener HTTP. Donc, si on passe ici par WinHTTP, il va falloir penser à un truc qui m'est arrivé. Donc, je vais vous l'expliquer un petit cas de troubleshooting très rapidement. C'est que si vous avez configuré un proxy au niveau de WinHTTP, donc si vous ne savez pas voir le paramétrage, vous allez vous ouvrez une console NetSH WinHTTP show proxy, et là vous allez avoir le paramétrage là-dedans. Ce paramétrage, il n'est pas trop visuel à part cette commande. Donc si vous avez paramétré comme ça par le WinHTTP avec un proxy, tous les flux de réplication vont passer par le proxy. Et si le proxy un jour disparaît, eh ben lui il ne le verra pas. Et vous aurez des messages d'erreur, et vous allez passer des jours à vous arracher les cheveux en disant mais pourquoi ce message, il me dit que le serveur il ne le voit pas, il est à côté le serveur. Voilà, donc ça m'est arrivé, c'est documenté dans les blogs qu'on vous donnerait juste après. Et donc à retenir, c'est que si le client HTTP est bien vérifié le paramétrage du proxy. Et puis au-dessus, quand on va remonter, on va arriver sur les services de réplica, et là je vais laisser Fabrice parler. Donc vous voyez que les commandes qui sont envoyées entre le serveur primaire et le serveur de réplica sont des commandes HTTP avec des get et des post. Basiquement, derrière, vous pouvez faire de l'analyse si vous voulez aller dessus, ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Si on regarde un petit peu l'ensemble des composants qui sont mis en œuvre au niveau d'Hyper-V Replica pour pouvoir assurer cette réplication, je vais avoir un gestionnaire de réplication qui fait partie des composants de base au niveau de la solution, qui va être activé dès que je vais souhaiter mettre en place la réplication entre différentes machines virtuelles, entre différents serveurs. Ce gestionnaire de réplication va dialoguer avec les outils d'administration, que ce soit les outils d'administration graphique ou éventuellement l'ensemble des commandes LED PowerShell, au travers d'un fournisseur de WMI qui va me permettre justement de pouvoir à la fois configurer, avoir des informations sur les statistiques, etc. Et ce gestionnaire Hyper-V Replica va dialoguer avec les parties Hyper-V Manager et la partie configuration cluster pour pouvoir dialoguer à la fois avec la machine virtuelle en tant que telle lorsqu'il va falloir initier justement cette réplication ou avec le broker au sein des clusters pour pouvoir de la même façon initier l'ensemble des réplications. C'est bien lisible cette slide. Hein. Ouais, c'est pour ça que vous pouvez la télécharger après. Donc quelques informations sur le dimensionnement et les bonnes pratiques, donc assez rapidement. Alors, la question qu'on va toujours se poser, c'est quelle bande passante me faut-il pour pouvoir mettre en place Hyper-V Replica ? Et la réponse que je vais adorer vous donner, c'est ça dépend de vos besoins. Il va falloir étudier au cas par cas. Effectivement, il n'y a pas de recette miracle, ça va dépendre de beaucoup de choses. Votre bande passante, la taille des machines virtuelles, le nombre de modifications que vous assurez, vous réalisez au niveau de vos différents disques au sein de la machine virtuelle. Et bien sûr, tout ça, c'est fonction des applications. Si vous avez virtualisé un serveur de messagerie ou un serveur SQL, il y a beaucoup plus de mises à jour que si vous avez un pauvre serveur de type serveur Active Directory ou autre. Donc, en gros, si vous posez cette question à un expert qui se vend expert, etc., et vous dites quelle bande passante il me faudrait pour Hyper-V Replica, et que du tac au tac, il vous donne une réponse, ça veut dire que soit c'est un incompétent, soit un escroc. Dans les deux cas, méfiez-vous. Voilà, dans les deux cas, méfiez-vous. Donc, ça s'analyse, et donc, on a des outils pour ça, Fabrice ? Alors, on a quelques outils. Et quelques méthodes. On va installer un serveur réplica sur le LAN. On va configurer la réplication au sein des machines virtuelles. On va relever un certain nombre de compteurs, une fois par jour, pendant 1 à 2 semaines, pour regarder véritablement quel est le trafic à la fois d'écriture au niveau des disques et l'utilisation au niveau du réseau. Et puis, on va diviser le volume répliqué par la durée de la période de mesure. Et ça va nous donner des informations sur l'ensemble des données que je vais devoir répliquer entre mes différents serveurs Hyper-V associés aux machines virtuelles durant les différents laps de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont un petit peu bossé avec des outils comme Excel et qui ont mis à disposition des petits calculateurs. Donc on vous a mis le lien ici, on vous laisse le temps de prendre les notes. Donc en gros, avec la valeur moyenne de réplication qui est indiquée dans le Replication Health, que je vous ai montré tout à l'heure graphiquement ou en PowerShell, vous injectez tout ça dans le tableau, et puis avec les RTO et RPO que vous souhaitez derrière, ça va vous donner votre bande passante derrière. Voilà. Vous pouvez même industrialiser ça, faire du PowerShell, répliquer les données et venir les injecter directement dans le fichier Excel.
Ouais. Les impacts sur le serveur, donc impact sur le serveur primaire, bien sûr, c'est de l'écriture. On estime à peu près à 50% en termes d'entrée-sortie l'impact que cela peut avoir pour justement aller écrire dans ce fichier de log. Sur le serveur qui va héberger l'hyperv-réplica, effectivement, c'est à la fois l'espace de stockage. Cet espace de stockage, il va être plus ou moins important en fonction du nombre de clichés que je souhaite conserver par rapport à mon réplica. Si j'en garde 12 et que j'en fais une toutes les heures, automatiquement, je vais garder 12 images. S'il y a énormément de modifications à chaque fois, je vais devoir avoir l'espace de stockage. En termes d'écriture, là, effectivement, on estime que c'est 3 à 5 fois le nombre d'IO nécessaire au niveau du serveur de destination. Alors, c'est un serveur de destination, pas besoin d'avoir nécessairement une rapidité importante au niveau des I/O, mais on sait qu'on va solliciter de façon plus importante les I/O. Donc attention, les partitions sur lesquelles on va stocker justement ces images de machines virtuelles répliquées. En termes de mémoire, c'est à peu près 50 mégaoctets par fichier disque par VM répliqué. Et en termes de pourcentage CPU, c'est un peu moins de 3%. Donc, pas excessivement important. Quelques bonnes pratiques. Il doit nous rester à peu près 2 minutes. On est encore avec la Live TV. Là. On n'a pas d'indicateur, mais il doit nous rester à peu près 2 minutes. Non, mais on a commencé en retard. D'accord. Donc, il est là 2 minutes. Et ben voilà. Donc on le fait rapidement 2 minutes. Quelques bonnes pratiques. 1. Mettre le fichier de pagination sur un VHD séparé. Ça ne sert à rien de répliquer un gros fichier de pagination. On est d'accord. Donc vous le faites sur un VHD séparé. Et quand vous créerez votre assistant Je réplique ma VM, vous exclurez en fait ce VHD. Si la machine fonctionne sur 2012, utilisez les fonctionnalités à la demande. Par défaut, quand vous installez un Windows, il vous installe les binaires également, vous permettant d'installer après des rôles ou des fonctionnalités. Les binaires sont présents sur le disque dur. Dans 2012, on peut enlever ces binaires, donc gagner 3 à 4 gigas, et en fait faire pointer vers une source externe, qui sont un partage de fichiers, ou un serveur WSUS, ou un Microsoft Update. Là encore, on gagne à peu près 4 gigas sur la base. Avant de déclencher une réplication, utilisez la fonction de déplacement de stockage pour une arborescence plus propre. On va en parler très rapidement après, parce qu'il nous reste 2 minutes. Vérifiez régulièrement l'état de réplication, on s'en doute, ne le laissez pas en rouge ou en warning. Testez le failover, techniquement, et puis comme ça vous permet de tester au process. Si vous utilisez l'authentification par certificat, vérifiez que vous pouvez accéder au CRL, donc les listes de révocation. Utilisez la QoS pour maîtriser l'usage de la bande passante. Et au passage, si vous passez le Best Practice Analyzer sur Hyper-V, il vous dira « tu as du réplica, je t'encourage fortement à mettre une QoS ». Et la QoS, en fait, on va la mettre avec des commandes telles que celle-ci. On ne va pas les documenter, mais voilà. Vous allez, pour tel réseau de destination, tu vas brider le réseau de telle façon, ou pour tel port de destination, tu vas brider de telle façon. Là encore, vous aurez les slides après. On a tout dans la boîte pour gérer finement cet aspect. Alors, effectivement, on parlait de la structure des répertoires. De base, c'est quand même quelque chose où j'ai tous mes disques durs dans le même répertoire, tous mes fichiers de configuration dans le même répertoire. Je vais avoir la possibilité de structurer ça de façon relativement propre avec ma VM et l'ensemble des fichiers associés. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser la méthode de déplacement du stockage. Je vais prendre l'ensemble de mes VM répliqués sur mon serveur de destination et je vais demander à déplacer le stockage. Et tout simplement, cette commande de déplacement du stockage va venir me reconfigurer correctement et proprement l'ensemble des fichiers associés à chaque VM, ce qui va me permettre de pouvoir ensuite éventuellement les sauvegarder de façon beaucoup plus simple. Tu as vu, j'ai animé le slide dont tu parlais. Dernier petit point sur l'optimisation. L'optimisation, donc une fiche KB existe par rapport à un certain nombre de points, notamment la possibilité de désactiver le fait d'aller vérifier la révocation des CRL, le nombre maximum de transferts que je souhaite autoriser en simultané, la taille limite du VHD, le nombre maximal de VM, et puis, etc. Synthèse. C'est toi. On est bien dans le temps là. Donc en résumé, vous aurez compris que dans Hyper-V Replica, c'est une solution de PRA qui peut être actif-actif. Pour machine virtuelle sur donc un Hyper-V 2012, pas de coût additionnel. L'architecture de stockage peut être complètement indépendante pour avoir un serveur de fichiers sur le site de secours et un SAN très rapide sur le site primaire. Là-dessus, on est complètement indépendant. On réplique par de l'IP. Et quelques cas clients, Fabrice. 3 cas clients qui ont mis en œuvre aujourd'hui Hyper-V Replica justement pour disposer de solutions de PRA, on va dire, simples, automatisables, avec un coût et un ROI relativement faible. On voit que la plupart de ces clients avaient des solutions, je dirais, relativement complexes. Alors effectivement, c'est à la fois la rapidité, la simplicité, mais aussi pouvoir diminuer la complexité de ces solutions à mettre en œuvre et à ensuite administrer au sein du data center. Il nous reste les quelques ressources utiles, c'est-à-dire notre blog où on parle du sujet. On va faire un petit peu d'autopub parce que cet après-midi, on va faire 1 heure de démo sur Hyper-V. C'est à 13h, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On vous remercie les internautes d'avoir assisté à cette webcast donc en live. Et puis, on vous remercie encore de votre attention. Merci. Et à bientôt.